Regarde, je vais te dire un truc, mais je devrais pas le dire normalement, tu vois. En vrai, de vrai, on contrôle rien, on maîtrise rien. Si tu effaces tous les paramètres, tu vois, on a un blabla, on a un discours, tu vas faire tant, tu vas gagner tant, tu vas louer tant, etc. Il y a des statistiques, pas de problème. Mais en vrai, de vrai, tu contrôles rien. En fait, le problème de Dubaï, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent. Du coup, on pense leur dire achète un appartement comme t'achètes une baguette. Ouais. Tu commences normalement à vendre à ton réseau. À Dubaï, on ne te donne aucun moyen. Tu arrives dans une société, il n'y a pas de je vais te donner des numéros de téléphone, tiens, tu passes un coup de fil, on va t'acheter un appartement, c'est pas vrai. Comment est-ce que tu vends un appartement à un client? Donc tu joues avec son argent au casino, en fait, c'est ça? Le vrai problème aujourd'hui, c'est quand on te vend de la merde en te disant c'est de la qualité. Exactement. Les amis, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Nouvelle vidéo et pas des moindres. Aujourd'hui, j'accueille Mehdi, numéro 1 Shoba, et on peut le dire. Et ça me fait très plaisir de la voir. Enfin, j'ai failli le louper. Pour ceux qui suivent les vlogs, vous allez voir un peu ce qui s'est passé. Et il est bien là. Mehdi, merci d'être venu. Je sais que tu étais dans le rush. Absolument. Que tu as tout lâché pour venir. Pour toi, je lâche tout. T'es le meilleur. T'es le meilleur. C'est pour ça que t'es le meilleur. Bah, Mehdi, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te laisser te présenter. J'ai déjà dit que t'étais le numéro 1 Shoba. Ok. Alors, on a deux informations. T'es numéro 1 chez Shoba. Ok. Merci. En plus. Merci pour l'invitation. Effectivement, on a failli se louper. C'est de ma faute, donc je m'en excuse déjà pour commencer. Merci de m'avoir attendu, merci pour la patience. C'était le launch aujourd'hui, on va y revenir peut-être pour expliquer comment ça fonctionne. Ouais. Effectivement, numéro 1 Shoba, après de longues années, d'accord. Moi, comme je dis toujours, je suis en mode militaire, d'accord. Je suis en mission, je suis en légionnaire, d'accord. Alors, donc c'est du travail. Numéro 1 Shoba. Excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Juste parce que forcément, nous, c'est clair, mais pas forcément pour ceux qui... Qu'est-ce que tu fais chez Shoba? Je vais expliquer. Alors moi, je suis responsable commercial, d'accord. Okay. Donc en fait, je suis agent immobilier pour le promoteur Shoba. Si tu veux, tu as deux dimensions dans l'immobilier à Dubaï. Tu as les brokers, que tu dois connaître aussi certainement, qui vont avoir un petit peu le rôle de courtier en immobilier, qui vont proposer plusieurs produits qui sont multimarques. Donc tu cherches une voiture, ils vont te proposer BM, Mercedes, Jaguar, ce que tu veux, Volkswagen. Et moi, si tu veux, je travaille, j'ai décidé de porter un seul maillot, de mouiller un seul maillot, d'avoir une ligne directrice, d'accord, depuis 4 ans et demi maintenant, 5 ans, de travailler pour Shoba Realty. C'est un choix personnel, c'est un choix qui vient du cœur. C'est un choix pour moi qui a été réussi, qui a été successful. Pourquoi? Parce que quand je suis rentré chez Shoba, ça avait pas la même aura, c'était pas connu. Tout le monde me disait mais t'es un fou, tu vas te tirer une balle dans le pied. On savait même pas le dire. Ah ouais, à ce point-là, Shoba, Sobha. Ouais. Tu vois. Et voilà, aujourd'hui tu vois que Shoba c'est une grosse machine. C'est le numéro top 3, tu vois, numéro 2, numéro 3, ça se bagarre un petit peu sur le marché de Dubaï. Donc un très gros promoteur. Okay. Avec une âme et avec un business model unique, surtout parce que bon, on est là pour passer un bon moment, mais surtout pour parler aux investisseurs, pour parler business. Si tu veux, c'est le seul promoteur immobilier à Dubaï qui a un business model unique, qui ne sous-traite pas sa construction. Okay. Donc, quand tu veux faire quelque chose de bien, fais-le tout seul. C'est ce qu'on dit souvent. Bah, Shoba, ils font tout seul de A à Z. Et c'est pour ça qu'il y a 0 casserole. Donc, il n'y a pas besoin d'être amnésique chez Shoba, d'accord. Ouais. On va rentrer dans le vif du sujet. Il y a trop d'amnésiques dans ce marché qui oublient que la semaine dernière, l'année dernière, il y a 3 ans, le projet a été livré en retard ou a été de mauvaise qualité, etc., qui passe, en fait, malheureusement, trop vite au projet suivant. Chez Shoba, on n'a pas ce problème. Il y a 0 casserole. Moi, voilà, j'ai vendu à des clients. Tu dors sur tes 2 oreilles. Tu sais que c'est livré en temps et en heure. Tu sais qu'on a la meilleure qualité du marché. Ok. Voilà. Moi, on se suit. De toute façon, on travaille ensemble. On se suit sur les réseaux. Moi, je vois à quel point tu mets en avant Shoba. C'est beau. C'est très, très beau. Et honnêtement, on sent que tu es fier de vendre ce que tu vends. C'est donc ça. Moi, quand je vois quelqu'un qui est fier et qui peut dormir sur ses 2 oreilles comme ça, c'est beaucoup plus facile derrière quand on a un client à conseiller. Absolument. On sait que... Maintenant, parle-nous de... pourquoi Shoba, en fait? C'est quoi la différence? Pourquoi Shoba, ils se sont hissés au rang de top 3 si facilement? Ouais, et difficilement. Difficilement, tu penses? En 3-4 ans, quand même, venir sur un marché ultra concurrentiel. Parce que toi, tu m'as dit que... Alors toi, ça fait combien de temps que tu es chez Shoba? Ça fait à peu près 5 ans maintenant. Et Shoba, ça existe depuis 51 ans.
51 Tu vois. ans. Pas si facile que ça, finalement. Voilà, il y a du travail. On voit souvent que la partie émergée de l'iceberg. Ouais. On oublie le travail qui s'est fait derrière. Comme moi, aujourd'hui, tu m'introduis comme numéro 1 Shoba, ce qui est tout à fait vrai, absolument. Donc, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut frimer. Quand on est numéro 1, on en profite. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Voilà. Pendant qu'on y est, on en profite, on l'aura fait. On est là pour rester normalement, mais c'est le plus dur, arriver au sommet. Ouais. Le plus dur, c'est d'y rester avec beaucoup de travail. Et je te félicite, frérot, parce que moi, j'ai vu. T'as vu la transpiration. Non, tu m'as vu transpirer. Je vois. Regarde, même aujourd'hui, tu vois, je sais que t'étais en retard, mais pour de bonnes raisons. Et comme je dis toujours, business first. Merci. Voilà. Et franchement, félicitations parce que ça demande beaucoup de travail. Tu vois, beaucoup de travail. Même sans être numéro 1, on sait qu'il y en a ceux qui sont derrière, ils vont encore plus cravacher. Mais si tu restes numéro 1, c'est que tu as encore travaillé plus que n'importe qui. Et tu me disais juste avant, justement, avec pas forcément les moyens que tout le monde a. Je vais t'expliquer si tu veux. Ouais, je veux bien que tu m'expliques ça. Déjà, pour répondre à ta première question, pourquoi Shoba et comment Shoba est arrivé à ce stade, et après je rebondirai sur ta seconde question. Déjà Shoba parce que j'avais plusieurs options quand j'ai voulu me lancer dans l'immobilier. Déjà, c'est par passion, faut le savoir. C'est vraiment par passion que je suis rentré dedans. Je me suis passionné pour ce métier. Moi, de base, j'ai un master en commerce international. Voilà, on était voué à faire des métiers généralistes. Et puis finalement, je me suis spécialisé dans l'immobilier parce que c'est des enjeux, c'est pas mal tu rencontres de nouvelles personnes. Je faisais un rendez-vous avec un grand directeur commercial de France qui, normalement, à l'époque, ou si j'étais encore en France, mon CV pour un stage, il m'aurait même pas donné l'heure, tu vois. Là, j'ai passé 3 heures avec lui au téléphone, c'est moi qui tiens la barque, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, c'est un plaisir, c'est un vrai kiff. Mais du coup, Shoba, parce que voilà, quand j'avais plusieurs options sur la table, donc on peut citer, hein, j'avais Damac, j'avais d'autres promoteurs, Azizi, j'avais des petits promoteurs après de Ligue 2, moi, ça, je regarde pas, ça m'intéresse pas. Et j'avais Shoba. Pourquoi ça m'intéresse pas? Je vais l'expliquer, hein, pas que je snob absolument pas, parce que quand tu commences dans l'immobilier, forcément, ça, peut-être les gens ne le savent pas, toi tu dois le savoir, tu commences normalement à vendre à ton réseau, parce qu'à Dubaï, on ne te donne aucun moyen. Ouais. Aucun moyen. Tu arrives dans une société, il n'y a pas de je vais te donner des numéros de téléphone, tiens, tu passes un coup de fil, on va t'acheter un appartement, c'est pas vrai. Les gens pensent que c'est facile, c'est un métier extrêmement difficile. Énormément de sacrifices, beaucoup de travail. J'avais beaucoup moins de cheveux blancs quand on s'est rencontrés. C'est vrai. Tu vois beaucoup abandonnent. Beaucoup abandonnent. Sur les réseaux, on voit ceux qui sont encore là, mais il y en a beaucoup qui abandonnent. Beaucoup abandonnent. Après, bon, c'est pas fait pour tout le monde non plus, on aime ou on n'aime pas. C'est ça. Mais du coup, moi, j'ai choisi Shoba parce que je me suis dit, ok, tu sais quoi ? En vrai, tu vas vendre à tes amis. Moi, j'ai toujours une ligne de conduite dans mon travail. C'est pour ça que pour moi, c'est une question de personnalité, ce métier. J'ai toujours une ligne de conduite dans tous les métiers que j'ai fait. Où, en vérité, c'est pas la marque ou le nom. Moi, Shoba, je m'en fiche, pour être honnête avec toi. Moi, c'est leur produit qui m'intéresse. Le jour où Shoba, ils feront quelque chose qui respectera pas le cahier des charges, on vendra pas Shoba. Ouais. C'est pas grave, tu vois. Ouais. Donc, si tu veux, j'ai toujours eu cette réputation de quelqu'un qui fait du travail propre, de quelqu'un d'honnête, d'entier. T'as vu, moi, j'ai pas ma langue dans ma poche. Et au final, je me suis dit, écoute, si tu vas commencer à vendre à tes amis, à tes connaissances, à tes collègues, à tes anciens maîtres de stage, à tes anciens responsables, à tes anciens, parce qu'on a tout fait, tous les métiers, hein, à la poste, on a tout fait. J'ai livré des pizzas, comme j'aime bien le dire, tu vois, de livreur de pizza chez Domino's, rue Diderot, pour ceux qui connaissent, jusque là. Donc, il y a quand même il y a un parcours. Je me suis dit, écoute, tu vas vendre à tes amis, tu vas vendre aux gens que tu connais. Tu veux continuer à dormir sur tes 2 oreilles, pourquoi est-ce que tu vas vendre quelque chose qui a mauvaise réputation? Pourquoi est-ce que je vais te vendre un appart pour gagner une com, d'accord? Aussi intéressante soit-elle, et c'est pas énorme finalement pour le travail qu'on fait, mais pour cet argent-là, en fait, je vais mettre en péril ton investissement. Je vais mettre en péril toutes tes économies, je vais mettre en péril ton projet de vie, ton projet de famille, ton rêve. T'as vu, pour ceux qui croient à une vie après, c'est pas rentable. C'est clair, c'est clair. Donc Shoba. Voilà. Déjà, là, tu donnes une information intéressante aussi, parce que bon, même si je pense que maintenant c'est quand même de notoriété publique, le système de rémunération pour un agent immobilier, c'est à la commission. Et alors, pas chez nous. Pas chez nous. Shoba, mais... c'est-à-dire chez les promoteurs directement, c'est différent, mais il y a une partie. Il y a une partie variable aussi, forcément. Ouais. Mais les brokers, en règle générale, ils sont que à la com. C'est le gros problème. Voilà. Pour moi, c'est un gros problème. Voilà. Donc toi, tu as fait ce choix d'être fier du produit que tu allais vendre et de dormir sur tes 2 oreilles. Absolument. Et du coup, c'est plus facile de vendre quand on est fier. Regarde, je vais te dire un truc. Je devrais pas le dire normalement, tu vois. On se le dit en off entre agents. En vrai, de vrai, on contrôle rien.
On maîtrise rien. Si tu effaces tous les paramètres, tu vois, on a un blabla, on a un discours, tu vas faire tant, tu vas gagner tant, tu vas louer tant, etc. Il y a des statistiques, pas de problème. Mais en vrai de vrai, tu contrôles rien. Il y a 3 points que tu contrôles seulement. Tu peux contrôler en fonction du promoteur le délai de livraison. Est-ce que ça va être livré à l'heure ou en retard par rapport aux sous-traitants qui sont mis en place ou par rapport aux constructeurs. D'accord. Tu peux contrôler la qualité du produit. D'accord. Et tu peux contrôler, si tu veux, pas la véracité, mais le design du produit, parce que tu sais, en regardant dans le passé, est-ce que ce que je te montre sur une photo, parce qu'on achète des photos quand on achète sur plan, sur cette œuvre d'art, est-ce que tu vas avoir la même chose quand tu vas être livré? Tout le reste, est-ce que tu vas gagner de l'argent? Est-ce que tu vas faire 1 million d'euros? Est-ce que tu vas faire x2? Est-ce que tu vas faire x3, x4, x10? Ça, il y a des paramètres. Quand on regarde le ciel, s'il fait beau, s'il n'y a pas de nuage, c'est qu'il va faire beau. Et s'il y a un nuage, il va peut-être pleuvoir, pas de problème. Mais parfois, tu as une tempête et tu la vois pas venir. Ouais, okay. Tu sais pas. Maintenant, le seul chez qui tu peux maîtriser ces 3 points, et moi, c'est pour ça que je l'ai vendu, c'est Shoba. Je sais que tu vas être livré en temps et en heure. Je sais que quand tu vas prendre tes clés, tu vas ouvrir ta porte, tu vas retrouver le produit déjà identique à celui que tu as vu. Donc, on t'a pas vendu du rêve. Et je sais que tu auras la meilleure qualité du marché. Okay. Après, le contexte socio-économique, la plus-value, etc. Ça, évidemment, qu'ils gagnent. Tout le monde a gagné, personne n'a perdu pour l'instant avec Shoba, évidemment. Mais ce ne sont pas des paramètres qu'en réalité on contrôle. D'ailleurs, personne ne signe sur contrat la plus-value à la vente. Ni moi, ni personne d'autre. Exactement. Donc ça, il faut le savoir, tu vois. Ouais. Bah, je suis assez d'accord avec toi. Y a des éléments qu'on contrôle et c'est pour ça qu'il faut... En fait, quand on achète en connaissance de cause, tu vois. Et de la même manière que si tu es OK avec... En fait, si tu achètes de la qualité, tu sais que tu vas aller vers Shoba et vers d'autres promoteurs qui ont cette réputation. Maintenant, tu peux aller vers d'autres promoteurs, mais il faut que ce soit en connaissance de cause. Absolument. Parce que tu sais, alors peut-être qu'il va y avoir des rentabilités sensiblement supérieures. Ouais. Pas forcément en capital appréciation meilleure, parce que je pense que c'est plus sur des biens qualitatifs que le capital appréciation est meilleur. Par contre, il faut que tu le saches. Le vrai problème aujourd'hui, c'est quand on te vend de la merde en te disant c'est de la qualité. Exactement. On est sur la même longueur d'onde. Voilà. Je pense que... Tout à fait. Je sais que tu mènes une croisade contre ça. Voilà, contre ça. Pas contre les produits. Les produits en soi, toi, tu as les chiffres, donc tu es la meilleure personne pour en parler. Ils sont rentables. Ouais. Comme je le dis, que tu achètes une caravane dans le désert ou un appartement au Burj Khalifa, tu vas le louer. Exactement. Maintenant, quand tu l'as acheté, on t'a pas dit tu vas le louer seulement. On t'a dit tu vas le louer, c'est la meilleure affaire, tu vas gagner de l'argent, tu vas avoir le meilleur produit de Dubaï, tu vas ceci, tu vas... On t'a dit, voilà, c'est ton meilleur... C'est l'investissement de rêve. Ouais. Et puis t'arrives au final, voilà. Ça, il y a des promesses de fou. Hein. Des fois, moi, je rattrape beaucoup de bêtises. Moi, je t'appelle le chirurgien. Parce que tu prends que des personnes qui ont un traumatisme, tu vois, qui se sont déchirés franchement, c'est... Et nous, on prend des orphelins. Ouais. Parce que des gens qui viennent avec des brokers et après les brokers les abandonnent. Ça, c'est les orphelins. Et on est en train d'ouvrir un orphelinat. Ils viennent chez le promoteur, ils veulent plus passer par les brokers. Ouais. Et ça, c'est pas forcément bon parce que les brokers, ils ont un rôle. Tu vois, et ça, on en parlera peut-être plus tard. Mais aujourd'hui, le broker, faut qu'il comprenne un petit peu comment ça fonctionne sur ce marché. C'est réel. Aujourd'hui, c'est pas un simple courtier. Ouais. D'accord, c'est pas un simple courtier. Il faut vraiment qu'il soit en 360 dans un accompagnement. Et moi, comme je dis souvent à un client, à des personnes qui viennent me voir, écoute, qu'est-ce que t'as proposé ton broker? De te le mettre en location, de te le revendre, de te le meubler? Ok. Est-ce qu'il a déjà revendu mais en location ou meublé? Non. Bah alors vérifie, fais attention. Regarde pourquoi est-ce qu'il va réussir à le faire et comment il va réussir. Déjà, ça c'est la moindre des choses. Ouais. Il faut boucler la boucle pour être capable de dire à quelqu'un achète un appart. Faut claquer des fesses une fois en ayant acheté un appartement pour être capable de dire à quelqu'un vas-y mets 20%, t'inquiète. Exactement. Non, c'est vrai. Hein. C'est affolant. Des fois on te fait poser de l'argent. En fait, le problème de Dubaï, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent. Du coup, on pense leur dire achète un appartement comme t'achètes une baguette. Ouais. Tu vois. Sauf que moi, pour le coup, je sais derrière. Je fais aussi des virements des fois directement au promoteur pour payer les traites le plan de paiement. Et quand on arrive à certains plans de paiement, des fois on me dit ah mais là moi le broker m'avait dit qu'on allait faire plus. Je fais, ok, le broker il t'a dit ça, mais la réalité du marché c'est tout autre chose. Ça aussi il faut le dire.
C'est que s'il y a des escrocs, c'est qu'il y a des pigeons aussi. Il y a un minimum de travail à faire en amont. Tu vois, une fois, j'ai fait une vidéo un jour où je disais justement que beaucoup de clients me contactaient et me disaient, Hilal, j'ai acheté ce bien, à combien je peux le louer? Et moi, ça me rend fou cette question. Ouais. J'ai acheté ce bien, à combien je peux le louer? Ouais. Regarde à combien tu peux louer et achète le bien. Exactement. Fais pas le travail dans le sens inverse, tu as mis toute le. Non, mais déjà, tu dois savoir à combien tu dois le louer normalement. Sinon, tu connais pas ta rentabilité. Voilà. Moi, je vais te dire les mêmes choses que je rencontre. Je suis pas broker. Hein. Il y a un broker. Hein. Donc là, je parle des orphelins. Mais tu vois, d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe. Tu as parlé de ça parce que toi, justement, tu n'es pas broker. Tu travailles avec les brokers. Donc, mais tu me parles des clients aussi. Toi, est-ce que tu travailles beaucoup plus avec les clients d'abord ou avec les brokers? En fait, il y a deux phases, si tu veux. Moi, je fais plus du B2B. Je travaille avec les brokers initialement, tu vois. Ouais. Maintenant, je fais beaucoup de formations aussi. C'est ce que j'aime dans mon métier, c'est que je fais énormément de formations où je forme les brokers, je forme les agences. Ouais. J'ai la chance, et tu m'as posé la question au début, on y reviendra, comment j'ai fait pour atteindre la place de numéro 1 parmi 498 commerciaux chez Shoba, internationaux, parce que je me suis vite aussi décalé vers le marché international pour comprendre un petit peu les leviers, les mécanismes. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Mais si tu veux, moi, je travaille énormément avec les brokers. Maintenant, j'ai aussi déjà beaucoup de clients qui viennent en direct chez le promoteur et beaucoup de clients de mon réseau, de mes relations et de recommandations. Et il y a aussi, surtout, et c'est ça le problème, et moi, je travaille et je suis en guerre contre ça, je suis en croisade contre ça, contre les orphelins. Tu vois, les brokers qui abandonnent leurs clients. J'en ai beaucoup. C'est-à-dire que comment est-ce que tu vends un appartement à un client? Donc tu joues avec son argent au casino, en fait, c'est ça. Tu vends un appartement à un client. Et comment est-ce que ton client, il peut venir me contacter 6 mois après et me dit, au fait, c'est quand mon paiement? Je sais pas. Ton broker, il t'a pas envoyé un Excel avec des dates, des chiffres, je sais pas, t'as signé, t'as pas fait une capture écran, t'as pas reçu tes documents. Je comprends pas. Ouais, moi, j'achète une paire de chaussures, je garde la boîte 6 mois. La boîte de la Play 5, elle est encore à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Et tu dois avoir beaucoup de boîtes, hein. Parce que je sais que t'aimes bien les chaussures. On est bon. Moi, je suis venu pieds nus. Non, mais alors, ouais, du coup, effectivement, toi, tu fais face à ça, donc travaille avec les brokers. Bon, on va pas mettre tous les brokers dans le même paquet. Il y a beaucoup de bons brokers. Beaucoup. Mais voilà, heureusement mais il faut savoir faire la différence. Moi, ça me tue. Que ce soit pour un broker ou pour moi. Comment est-ce que tu peux venir... En fait, il faut regarder le CV des gens. Et il n'y a pas de mal à parler de ça. Et on se la raconte pas en disant ça. Tu vois, si tu travailles dur, il y a un moment donné, il faut qu'il y ait une reconnaissance. Tu regardes le CV de quelqu'un. Comme pour Shoba. Tu peux pas venir me dire pourquoi Shoba, pourquoi je devrais acheter Shoba et pas une caravane dans le désert. Fais tes devoirs. Ouais. Où le broker doit te faire les devoirs. Il y a une leçon là que tu as sautée. Pareil pour le broker. Pour un client qui va vers un broker, tu dois à un moment donné comprendre qu'il y a des gammes de brokers. Moi, je dis souvent, il y a 2 types de brokers. Il y a la masse et il y a l'élite. La masse, c'est facile. Tout le monde est dedans. L'élite, ça va être un groupe de personnes qui vont vraiment faire leur travail de A à Z, qui vont t'accompagner et qui vont te faire gagner de l'argent. Parce que c'est ça l'objectif de l'investissement immobilier. Okay. Donc, c'est pareil. Quand tu es un client, renseigne-toi sur le CV, d'accord, de ton broker. Ça ne te viendrait pas à l'idée de laisser tes enfants, quand tu prends une nanny, à une nanny qui sort de prison. Exactement. D'accord, même si elle s'est repentie, même si c'est la meilleure nanny du monde. Non, tu vas regarder, tu vas prendre une nanny qui a laissé ses enfants, qui était professeur, maîtresse à l'école, qui a des diplômes, qui a passé le BAFAS. Tu vois ce que je veux dire? Qui a des références. Voilà, tu vas pas donner ta nanny à quelqu'un qui n'a que des casseroles avec les enfants. Ouais. Et ben, comment est-ce que tu vas laisser ton investissement entre les mains de quelqu'un qui n'a pas de CV? Après, ça se construit, hein. Évidemment, on a tous commencé sans CV. Exactement. Mais aujourd'hui, la problématique, elle vient de là. Il y a une masse de brokers, malheureusement, qui donnent une mauvaise image de ce métier, de moins en moins, parce que ça devient de plus en plus dur. Et nous, on l'a dit il y a quelques années, le marché va commencer à se corriger et il y aura un filtre naturel. Ouais. Et c'est ce qui est en train de se passer. Tu te rappelles? Ouais, exactement. Bah forcément, plus on va avancer, moins il y aura de projets. Je pense que c'est... Bon, déjà, par rapport à 2021, c'est clair et net où pour moi, on était sur le haut de la vague, tu vois. Tout le monde pouvait surfer, tout le monde pouvait vendre, tout le monde... Tu vois, sortie de Covid, c'était n'importe quoi. Je peux te poser une question? Vas-y. Ça, c'est important, je pense, et ça va servir à tout le monde. C'est super logique. C'est quoi pour toi un bon broker? Pour moi, un bon broker, c'est quelqu'un qui connaît le marché. Ok. Voilà, déjà, numéro 1. Je prends. Et c'est surtout qui va analyser le besoin de son client. C'est-à-dire que le client, qu'est-ce qu'il veut? Il veut acheter pour faire de la plus-value. Il veut acheter pour faire du rendement locatif. Il veut... Enfin, peu importe ce
Tu vois, il doit analyser le besoin de son client et lui proposer le produit conforme à ses besoins. C'était une question piège. Tu voulais me piéger? Non, je t'ai pas piégé parce que c'est vrai ce que tu dis. Ça fait partie du cahier des charges du broker. Il doit faire ça. C'est un basique. Faut qu'il fasse ça. Malheureusement, tu en parles parce qu'il y en a qui le font même pas. C'est ça le problème. Mais ça, normalement, c'est naturel. Ouais. Moi, j'ai une définition encore plus simple. Vas-y, dis-nous tout. Un bon broker, dans l'absolu, c'est quelqu'un qui te fait gagner plus quand les gens gagnent et qui te fait perdre moins quand les gens perdent. In fine, c'est l'objectif de l'investisseur. C'est tout. Donc, quand tu viens, tu me dis j'ai gagné quand j'ai investi en 2021 avec mon broker. Mais qui n'a pas gagné en 2021 en ayant mis une bille sur Dubaï? Ouais, c'est clair. Par contre, est-ce que tu aurais pu gagner plus en 2021 avec un autre broker? Ouais. C'est ça pour moi qui fait la différence. Demain, il y a une guerre, un Covid, ce que tu veux, peu importe. Et moi, j'aime bien les chiffres. Ouais. Pendant le Covid, il y a eu une dépréciation, d'accord, une dévaluation du marché immobilier entre 12 et 66%. Ça, c'est très important à comprendre. Celui qui perd 12%, il ne perd pas, il a gagné. Celui qui perd 66%, il a fait un mauvais investissement. Et d'ailleurs, 12%, c'était Shoba, avec Shoba Heartland Greens. Les gens ont tenu la barque, ont gardé leurs biens. Quand tu perds 12% en temps de crise, le broker qui t'a ramené là, c'est un tueur. Quand tu perds 66%, il est naze. Ok. Ce que tu me dis, c'est qu'en fait, pendant le Covid, les investisseurs qui ont acheté chez Shoba, ils ont tenu Pré-Covid. Pré-Covid, quand après les prix ont baissé. Ceux qui ont acheté à ce moment-là, ils ont tenu leurs biens. Ils n'ont pas revendu à perte leurs biens. Pourquoi? Pour plein de raisons. Pas de post-handover à l'époque chez Shoba, il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Pas de post-handover, donc les gens qui viennent, ils viennent avec leurs capitaux propres. Ouais, donc ils n'étaient pas. Ils n'attendent pas le locataire qui va leur faire feuille blanche. Ok. D'accord? Ça, c'est. Tu m'en diras peut-être un petit peu plus, tu as plus de stats. Ah, pour moi c'est un rêve. D'accord? Et encore, le post-handover, tu peux aller faire un mortgage ou un crédit islamique ou ce que tu veux, et tu peux avoir un post-handover sur 25 ans en vrai de vrai. Hein. Ouais. Enfin, bref, pour faire une vraie feuille blanche. Pourquoi, par contre, on ne le propose jamais? Pas pour des questions religieuses, parce qu'ils veulent pas se casser la tête. Ils veulent juste vendre rapidement et être tranquille. Ouais. Comme le marché secondaire. Moi, je fais du off-plan, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi on n'entend jamais parler du marché secondaire? C'est un super marché, le marché secondaire. C'est le meilleur marché de Dubaï. C'est mon marché préféré. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'il y a cette motivation derrière de gain. Après, on n'est pas là pour travailler gratuitement, mais exactement. C'est des petits cancers comme ça qu'il faut essayer faut comprendre en tout cas. Ce que tu as dit aussi, c'est en fait pour que les gens comprennent, et moi ce que je vois, c'est que quand tu proposes un post-handover, généralement, ça en dit beaucoup sur la qualité du promoteur. Parce que c'est un élément marketing. Exactement. Et c'est beaucoup plus facile de vendre du post-handover. Pourquoi? Parce qu'on va s'adresser à des gens qui ont peut-être moins de capitaux et qui peuvent entrer très facilement avec à partir de 30 000 euros pour un studio ou un peu plus maintenant. Et forcément, ils vont se détacher ils vont montrer cet avantage-là d'investir après, de rembourser un plan de paiement sur du long terme après le. Absolument. Si tu as un post-handover, en fait, si tu as un promoteur dans un marché qui est sain, d'accord, qui est dynamique, qui a beaucoup de demandes, qui propose du post-handover, forcément, il est là pour combler quelque chose. Exactement. D'accord, il y a déjà de la demande, ça se vend. Pourquoi tu viens me faire un cadeau? C'est pas du bénévolat, c'est pas une charity, tu vois. Donc, si tu donnes du post-handover, c'est que sans ce post-handover, tu aurais du mal à vendre. Mais ça, c'est pas très grave. Faut se méfier. Mais c'est pas très grave parce que ça va pas. Pour moi, ça ne disqualifie pas un promoteur. Par contre, il y a une chose pour moi qui va disqualifier un promoteur ou un investissement. Ça, c'est une question que je recommande à tous les investisseurs de poser. C'est une question piège. Et il faut essayer de le comprendre. Alors, attendez, écoutez bien, parce que ça, c'est des éléments qui sont hyper importants, ce qui va avancer. Ce que tu es en train de nous dire, finalement, là où il faut pas aller finalement. Là, tu me mets la pression, parce que maintenant, ça se trouve, je vais dire un truc bidon. Non, mais c'est important parce que tu vois, on a beaucoup de gens qui sont primo-accédants et clairement, ils connaissent pas le marché, ils vont faire confiance à n'importe quel agent. Beaucoup de gens viennent regarder les vidéos avant leur investissement, etc. Donc, tu vois, moi, c'est important. Je vais pas te dire un truc par rapport aux agents. Les agents, ils font leur travail. Ils commencent un petit peu à être connus, à sortir du lot. Chacun a son étiquette, hein, parce qu'en tant qu'agent, tu décides de la devanture de ta boutique. Est-ce que tu es Louis Vuitton ou est-ce que tu es Primark, hein. Après, les gens, ils le savent. D'ailleurs, ils essayent aussi parfois même, et c'est tout à leur honneur, de construire, de développer des filiales, peut-être avec un segment plus luxueux, pour essayer de se détacher un petit peu de cette image. C'est très bien. Moi, je te parle par rapport au projet. Aujourd'hui, je reçois des investisseurs, des primo-accédants qui viennent me voir, qui viennent acheter. On ne va pas dénigrer, mais moi, je suis dans cette gamme-là.
d'accord? C'est pas pour dénigrer, mais il faut comprendre. Qui viennent me voir et qui viennent acheter l'appartement le moins cher de tous les produits Shoba. Pas de problème. C'est pas très grave, c'est bien, tu peux y accéder, c'est déjà beaucoup d'argent. Et qui me demande est-ce que je peux avoir un discount? Ça doit être une question piège normalement. Tu devrais la poser en attendant une réponse. Quand tu me demandes est-ce que je peux avoir un discount, si toi qui viens acheter un appartement, tu as 10%, alors combien de discount prend celui qui vient acheter un étage? Combien prend celui qui vient acheter 2 étages? Combien prend celui qui vient acheter 3 étages? Sachant que c'est très commun, des investisseurs qui viennent prendre des étages entiers. Il y en a plus que des investisseurs qui viennent acheter en international. Hein. En francophone, en France, c'est encore différent. Mais pour moi, ça doit être une question piège parce que on va prendre un cas concret. Toi, tu viens acheter un appartement à 1 million de dirhams. Tu prends 10% de discount parce que tu as des beaux yeux et une belle couleur de cheveux. Et des belles claquettes. Ok? Tu vas l'acheter 900 000 dirhams. Ouais. Moi, j'achète 10 appartements. Je vais avoir 30% de discount, je vais l'acheter 700 000 dirhams. Déjà, le promoteur, il vient de te tuer, ton investissement, parce que déjà, tu as une moins-value d'à peu près 20%. De base. Moi, je vais revendre, j'ai acheté 700 000, je vais revendre 800 000, j'ai gagné de l'argent. D'accord? J'ai gagné un peu plus de 10% d'ailleurs. J'ai gagné de l'argent. Toi, à ce prix-là, tu perds. Ok, donc, je fais une pause là-dessus, parce que j'ai bien compris, mais quand même, pour que tout le monde comprenne. Si l'investisseur A a demandé 10%, avec un seul appartement, l'investisseur B a réussi à avoir 50%, ça existe. Hein. Ça existe, c'est énorme. 50%, ça veut dire que là, le promoteur, il vient de tuer l'investisseur. Absolument. Parce que du coup, il a vendu beaucoup moins cher à l'investisseur B. Exactement. Pour que tout le monde comprenne. Parce que ils mettent en péril leurs propres investisseurs. Il y a d'autres promoteurs comme ça avec des choses qui, pour moi, c'est disqualifiant. Donc ça, c'est la première chose. Chez Shoba, que tu viennes acheter un appartement, d'accord, un demi-appartement, et tu le sais, hein, je vends des étages, ou que tu viennes acheter un étage, 2 étages, 3 étages, tu n'as pas un seul misérable pourcent de discount. Et crois-moi, pour moi, en tant que commercial, c'est un levier que j'aimerais bien, c'est un outil que j'aimerais bien utiliser pour closer. Et je peux pas. On doit jouer sur le plan de paiement, on doit jouer sur des stratégies différentes, mais le prix reste le même. Pourquoi? Parce qu'on te garantit à toi, investisseur, peu importe petit, moyen, gros poisson, que tu n'as pas un voisin qui a acheté le même appartement que toi, moins cher. Ok. Ça, c'est comme ça que tu génères, c'est comme ça que tu contrôles une plus-value. C'est magnifique. Deuxième chose que je voulais te dire, qui est disqualifiant, là, c'est pas aux investisseurs de faire ce travail, pour moi, c'est aux brokers de faire ce travail, parce que ça demanderait trop de connaissances et trop de temps, je pense. Un promoteur, en fait, à partir du moment où un promoteur se tire une balle dans le pied et sacrifie ses propres investisseurs, pour moi, il est disqualifié. Un autre promoteur, qui se trouve à Shoba Heartland, par exemple, a acheté un plot, d'accord? Donc un terrain, construit un building, ok? Vend des vues Burj Khalifa, avec marqué Burj Khalifa. Jusque-là, tout va bien. On est content, waouh, Burj Khalifa, 828 mètres, blablabla. Ok, pas de souci. Maintenant, en face, il y a un terrain encore qui est disponible. On le sait, c'est à nous. Tu vois? Maintenant, si c'est pas ce promoteur-là, donc le promoteur qui vend ce building, qui construit en face, c'est pas très grave parce que tu ne peux pas contrôler tout Dubaï. À un moment donné, ta vue, elle va disparaître et c'est normal, il faut le savoir. Le truc, c'est que le terrain d'en face, c'est ce même promoteur-là qui nous l'a acheté. Donc il a construit dessus et il vient de tuer, de sacrifier 50% des vues de ses investisseurs. Et il le fait en connaissance de cause. En connaissance de cause. Et ça, pour moi, c'est disqualifiant. C'est le signe d'un promoteur, quoi qu'on en dise, en mauvaise santé ou alors avec les mauvaises intentions. Exactement. Encore un autre exemple. Juste à côté, en centre-ville, tu as un autre promoteur qui construit un building, d'accord? On est à 1920 dirhams du square feet, à peu près. Donc, le prix au pied carré. Maintenant, il y a une société que je connais, avec qui je travaille, d'accord? Qui vient et qui, sur la table, dit, bon, bah, avant le lancement, je prends 4 étages. Par contre, je veux que tu me le vendes à 1600 dirhams du square feet. 1600, 1650, entre 1600 et 1700. Moi, je le sais, parce que je suis en interne. Okay. Le promoteur dit oui. Okay. Affolé. Moi, je vais vendre 4 étages. Donc, il vend à 1600. Maintenant, le petit investisseur lambda qui n'est pas passé par cette société-là pour les avoir à 1700 dirhams, 1600 dirhams du square feet, à l'achat, il est déjà perdant. Ouais. Ça, pour moi, c'est disqualifiant. Peu importe, ça ne veut pas dire que ça va être un mauvais investissement, ça ne veut pas dire qu'après, il ne va pas gagner, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres projets qui ne sont pas intéressants. Ça veut juste dire que pour moi, ce sont des mauvais signes. Acheter un appartement, c'est comme se marier. Il faut savoir quel type de femme on cherche. Ouais. D'accord. Ouais, c'est très important. Là c'est important ce que tu viens de dire parce que forcément, beaucoup de gens qui achètent
un seul bien, etc. Ils se rendent pas compte qu'ils jouent pas avec les mêmes armes que des gens qui ont du gros cash et qui ont des leviers de négociation beaucoup plus importants quand ils vont voir certains promoteurs. Donc ça, c'est... Franchement, tu vois, j'en avais pas connaissance. Enfin, je savais très bien qu'on pouvait faire des négociations affolantes quand on achetait beaucoup chez certains promoteurs. Mais je savais pas que Shoba ne faisait pas ça. Donc, franchement, point positif encore une fois pour Shoba. Moi, j'ai beaucoup de clients, d'ailleurs, certains de tes clients chez Shoba. Et franchement, moi, je suis trop content quand c'est Shoba. Je suis trop content. Je vais raconter une petite anecdote. Je crois que tu la connais, c'était l'année dernière. J'ai une fuite d'eau dans un appartement. Shoba. Chose qui arrive, bien sûr, mais c'était très rare. Et je vais te dire, en fait, cette fuite d'eau, moi, c'est là où je me suis dit, Shoba, ils sont trop forts. Le temps que j'arrive, la fuite d'eau a été réparée, l'appartement nettoyé, d'accord, et une campagne de remplacement de la valve défaillante a été mise en place dans tout le building. C'est fort. Plus de fuite, nulle part. Ils sont trop forts. Mais ça m'a affolé. Je les aime trop. Franchement, c'était un plaisir. Et je peux te dire qu'on en a bloqué des appartements. Parce que derrière nous, ça veut dire quoi? Une fuite, bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Honnêtement, c'était la seule fuite que j'ai eue chez Shoba. Ouais, et puis ça arrive, tu vois. Et en plus, c'était un truc... bref, c'est même pas... C'est une valve, c'est même pas... Bon, bref, ça a pu être fait à l'installation. Tu vois. Plus rien derrière. L'appartement, pas besoin de le bloquer. Relouer directement. J'en parle de ça. Le ROI derrière, il est aussi impacté par beaucoup d'éléments, notamment la maintenance, le temps le temps où on va fermer l'appartement, fermer les parties communes, toutes ces choses-là. Ouais. La qualité, ça, dans n'importe quel domaine, ça parle. Ouais, ça parle. Exactement. T'as vu un beau costume, ça parle. Ouais. La qualité, ça parle en immobilier, et c'est super important. Ah, super important. En immobilier, alors attention. Hein. Et on a eu ces discussions-là en off ensemble. Tu m'as montré des retours sur investissement exceptionnels sur des projets. Et tu as tout à fait raison. Mais comme tu l'as dit au départ, la question, c'est pas combien ça va faire. La question, c'est qu'est-ce que tu veux réellement et qu'est-ce qu'on t'a dit? Est-ce qu'on t'a vendu du rêve? C'est ça. Est-ce que je t'ai dit qu'une Dacia va aller plus vite qu'une Ferrari? Si je t'ai dit ça, je t'ai menti. Ouais. Même si elle va vite. Hein. Ou pas. Je t'ai menti. Même si tu l'as mis, tu mets un kit sport, tu vois. Ouais. Non. Si je t'ai dit ça, je t'ai menti. Et beaucoup trop de gens tombent dans ce piège-là, malheureusement. Et nous, on récupère, toi, énormément en Airbnb, je sais pas comment tu fais d'ailleurs, en short terme, on récupère les pots cassés. Oui, j'ai acheté. Est-ce que tu peux... Tiens, moi, ça c'est un truc que j'ai souvent en ce moment. Est-ce que tu peux m'aider à revendre? Ouais. Première question, t'as acheté avec qui? Pourquoi tu m'appelles? Ouais, mais j'ai pas de nouvelles, il me répond pas. Ok, comment je peux t'aider? La réalité, c'est que personne ne veut les aider à revendre. Parce que la réalité, c'est que sur le marché de la revente, nous, on ne gagne pas grand-chose. Ouais. Et donc, si vous voulez revendre votre appartement facilement, d'accord, facilement, choisissez. Ça aussi, c'est important. Soyez loyaux envers la première personne avec qui vous achetez. Parce qu'il se devra, ça c'est un gentleman agreement qu'on a entre nous et nos clients. Tu as acheté avec moi, peu importe ce que tu as acheté en 2020, 2023, 2024. Ouais. En 2027, 2028, quand tu vas vouloir revendre, même si je gagne pas grand-chose, je vais te le revendre parce que tu es resté avec moi. Maintenant, tu n'achètes pas avec moi. Tu viens m'appeler en urgence. Mayday, je dois revendre mon appart. Ouais. Pas mon problème. Tu fais le sauveur, quoi. Mais pourquoi tu veux que je te revende ton appart? Tu vois, tu comprends? Oui. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter. J'ai d'autres investisseurs qui m'ont fait confiance. Donc ça aussi, c'est un problème, c'est une problématique. J'ai parlé beaucoup des brokers, etc., du milieu, mais il faut parler aussi des clients qui jouent au saute-mouton. Ouais. Tu vois, qui viennent et qui parlent avec A, B, C, D, qui pensent qu'ils sont dans le bachelor et qui choisissent une femme comme ça par jour. Non, ouais. Non. C'est vrai. Tu choisis quelqu'un, tu t'y tiens. C'est clair. Et là, tu vas avoir le commitment, l'engagement de ton agent pour faire du bon travail. Parce que ça aussi, c'est des chiffres qu'il faut dire. On a trop l'impression qu'on revend un appartement à Dubaï en un jour. C'est pas vrai. Une revente, en moyenne, c'est 6 mois. Ok. Tu vois, ça, faut le savoir. Une revente, c'est 6 mois. Oui, tu peux revendre en un jour. C'est quand même bien. Hein. Ce qui est très bien. Ouais, parce que... J'aurais des appartements au Pérou, la dernière fois, ça a mis 4 ans à être revendu. Pourtant, c'est... voilà, mais c'est 6 mois. Les gens, dans leur tête, on leur dit, j'achète lundi, je vais revendre mardi. Ouais. Une revente, quand ton bien il est prêt, c'est 6 mois. Si tu veux revendre moins de 6 mois,
tu es en position de faiblesse et tu dois baisser ton prix. Ouais, tu baisses ton prix, ou alors tu as fait un Voilà. très, très bon prix d'achat au départ. Oui. Tu peux te permettre d'être un peu en dessous du marché. 6 mois, c'est une moyenne. Tu achètes un Voilà. super truc, tu vas le revendre. Il y a en plein un mois. d'exceptions. Il y a plein Voilà. d'exceptions. Mais c'est 6 mois, il faut se mettre en tête que c'est 6 mois. Donc il faut faire attention pour ceux qui ont du post-handover. 6 mois, tu as beaucoup de paiements à faire. Donc il faut voir si tu as la capacité. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et ça, il faut le savoir parce qu'une revente, c'est 6 mois. Et c'est 6 mois de travail. Et c'est 6 mois de travail pour pas grand-chose pour l'agent qui va te le revendre. Pour 2% acheteur, 2% vendeur. Négociable, d'accord, plus ou moins, moins que plus d'ailleurs. À partir de là, si t'es pas en train de revendre avec le gars ou la femme à qui tu as fait confiance au début, mais qui va vouloir te revendre ton appartement? C'est clair. Ouais, sachez bien une chose, parce que c'est vrai que les commissions sur le marché secondaire, c'est pas les mêmes que sur le marché off-plan. Donc forcément, pourquoi aujourd'hui la plupart des agents immobiliers se tournent vers le marché off-plan? Bon, bah déjà, parce qu'il y a effectivement les plans de paiement, chose qui est un avantage et non négociable non négligeable, pour ceux qui achètent quand il y a des plans de paiement, même si c'est pas post-handover, des fois ça peut... Oui, ça facilite. Oxygène financier. Voilà, sachant que sur le secondaire, si t'as pas de mortgage, c'est du cash. Et encore, parfois, même avec un mortgage, il y a des... Ils veulent plus vendre parfois. Voilà, ils veulent cash payment direct. Et puis les commissions sont moins fortes, sont moins élevées. Donc c'est 2 fois quasiment, ça dépend le promoteur, 2 à 3 fois moins important comme commission. Donc forcément, je vais donner un exemple tout bête, mais tu as un promoteur, tu as un agent immobilier qui a un client qui veut acheter cash, il va plutôt le diriger vers un bien off-plan parce que la commission est plus intéressante que sur un bien sur le marché secondaire. Après, il y en a qui sont spécialisés sur les deux marchés. Et puis aussi, on ne va pas se mentir, il y a des agents qui vont plutôt... parce que souvent, c'est des belles affaires sur le secondaire. Moi, je trouve qu'il y a des trucs assez intéressants. Mais ces belles affaires, elles vont être présentées... C'est comme chez Rolex. Tu m'as acheté beaucoup de montres. Tu es sur la liste. Exactement. Quand ça sort, c'est pour toi. Exactement. T'as tout compris. Voilà, ne pensez pas que les agents vont vous proposer la perle rare. Tu ne deviens pas privilégié gratuitement. Exactement. Ouais. Voilà, c'est ça, hein, malheureusement. C'est le marché qui est comme ça. Il y a une énorme demande et les agents aujourd'hui peuvent se permettre d'avoir ce comportement entre guillemets. C'est pas mauvais, c'est le marché qui est comme ça. Il ne faut pas forcément en vouloir à vos agents. Ils protègent aussi leurs intérêts et les intérêts de certains de leurs clients qui leur ont fait confiance et qui sont des gros clients. Donc voilà, il faut aussi prendre ça en compte. Après, ce que tu disais, c'est aussi tout important, tu vois. C'est ça. Et il y a aussi quelque chose, c'est que beaucoup recherchent le coup de fusil, d'accord, comme on entend souvent, le fameux coup de fusil. Ouais. Le truc, c'est que faut comprendre que le bon coup de fusil pour quelqu'un, c'est quelqu'un qui gagne, c'est derrière quelqu'un qui perd. Ça, faut le savoir. Et les bons brokers, en règle générale, ils vont jamais avoir de coup de fusil, entre guillemets, parce qu'ils vont jamais avoir de clients qui perdent, parce qu'ils font gagner leurs clients. Moi, on vient me voir et on me dit, ouais, t'as pas tel projet là qui va bientôt arriver, moins cher. Je dis non. Ouais, mais t'as plein de clients. Ouais, ils veulent tous gagner. Ouais. Ils ont tous gagné et ils vont tous gagner. Pourquoi il va revendre à perte pour tes beaux yeux? Fallait venir il y a 3 ans. Moi, j'ai un hack pour ça. C'est quoi? Je te dis. C'est quoi? Les agents, les gros agents qu'on connaît, généralement, quand ils ont des coups de fusil pour avoir discuté avec eux, c'est pour leur poire. Tu vois? Légitime. Et légitime. Franchement, je comprends tout à fait. Légitime. Donc, voilà, quand ils ont le cash disponible, il y a un truc qui se présente, c'est normal, c'est avant tout des gens qui connaissent le marché et qui savent combien ils peuvent le revendre. Donc forcément, c'est pour leur poire. Moi, je travaille beaucoup. En fait, j'ai fait quelques coups de fusil. Déjà, je suis dans le réseau, forcément. Mais c'est parce que je n'ai pas le même réseau. Moi, je travaille pas qu'avec des agents français. On va en parler de ça, le marché international. Le marché international. Très important. Donc, les Indiens qui sont spécialisés beaucoup plus que les Français sur le marché secondaire. Les plus forts. Indiens, Pakistanais, c'est les plus forts. Et des fois, après, ça les regarde. Hein. Mais moi, j'ai fait des transactions où je sais qu'ils étaient 3 agents sur un seul bien à 150 000 € à se partager 2%. Ouais, parce qu'ils sont en mission. Ils sont en mission. Ils sont en mission. Mais derrière... On va y revenir, mais c'est ça la mentale. Ouais. Parce que dans ce métier, il ne faut pas regarder ce que tu vas gagner. Si tu regardes ce que tu gagnes avec quelqu'un qui mérite. Hein.
Tu vois, comme je t'ai dit, un client qui n'a pas acheté avec toi, bah non, c'est pas intéressant, je vais pas gagner avec toi. Mais avec tes clients à toi, faut pas regagner ce que. Moi, quand j'ai commencé, j'ai pas calculé mes commissions pendant 1 an. Ouais. J'ai calculé mon nombre de ventes. Parce que j'avais un directeur à l'époque, un mentor, qui m'a dit, ne fais pas cette erreur. Regarde, donne-toi un objectif chiffré en termes de nombre de ventes, pas en termes de commission, parce que tu vas faire tant de ventes, les commissions elles vont tomber quoi qu'il arrive. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Il faut pas être drivé par la commission. Ouais. Sinon, on vend. Enfin, pas moi, mais si même moi. Quoi. Non, on vend juste le promoteur du moment qui donne le plus de commissions. Ouais, ça arrive. Hein. Pour quelques-uns. Ça m'a posé de gros problèmes personnellement. Moi, pourquoi personne vend Aymar aujourd'hui? Je sais pas. Voilà. Pourquoi on n'entend plus Aymar, je travaille pas pour Aymar. Ok. Aymar, c'est le promoteur historique numéro 1. Ah, par rapport à la commission. Aymar, ils ont les plus belles localisations. Aymar, c'est Dubaï. C'est des infrastructures. Dubaï, c'est le Burj Khalifa. D'accord? Bon, la Palme, c'est Nakhil, mais c'est autre chose. Aujourd'hui, Aymar, je crois que en francophone, j'ai pas vu depuis plusieurs mois une publicité. Tu sais, les pubs là. Ouais. Au stabilisateur. J'ai pas vu une publicité sur Aymar. Ouais. C'est pas normal. C'est le numéro 1, ils sont même devant Shoba. Bon, après, oui, la qualité a baissé, ils ont un petit peu de retard. Ça a bon dos, hein, ouais. Ça. Hein, parce que pour les autres promoteurs, par contre, c'est pas grave. Aymar, c'est le numéro 1. Par contre, ils ont baissé drastiquement leur commission. Et donc, malheureusement, il n'y a que le marché international qui se positionne sur Aymar et qui fait la publicité d'Aymar. Pourquoi? Parce que c'est plus rentable. Et je ne dis pas que c'est pas légitime ou pas, mais ça te montre un petit peu aussi la dynamique de ce marché qui est drivé, malheureusement, par le capitalisme, par les finances. Donc, une fois que il y en a beaucoup, hein, il faut un broker. Moi-même, sur mes investissements, imagine, hein, je suis dedans. Je déjeune immobilier et j'ai des agents qui s'occupent. Ouais. Je veux même pas gérer. Donc, il vous faut un agent, très important. Mais cherchez-le bien. Et une fois que vous l'avez trouvé, restez loyaux. Ouais. Restez loyaux. C'est clair. C'est super important. Ouais, entièrement d'accord. On va revenir sur un truc. Tes performances. Comment... Toi, tu m'as dit que tu avais commencé... Tu arrivé à quand à Dubaï? Moi, je suis arrivé en 2016. En 2016, ouais. Tu commences à être un ancien, là. Ouais, ça va. Ok. T'es rentré chez Shoba direct ou pas? 2019-2020, je crois. 2019-2020. Entre 2019 et 2020, t'es passé quand même plusieurs fois numéro 1, mais là, t'es numéro 1 contesté vu tes perfs que t'as... Non, alors je suis pas passé... Alors, j'ai pas été numéro 1 au début. En fait, si tu veux, t'as plusieurs mafias dans l'immobilier. D'accord? T'as la mafia russe, des valises d'argent. T'as la mafia chinoise. Je dis mafia, hein, c'est un terme. Oui, non, mais on comprend. Ouais. Attention. Hein. Attention. Ouais. C'est juste que... Il y a le groupe d'investisseurs russes, ukrainiens, des pays de l'Est qui ont beaucoup d'argent. Bon, comment ils ont fait? J'aimerais bien qu'ils nous le disent, comme ça on pourrait peut-être faire pareil. Mais bon, voilà. Eux, ils viennent, ils achètent, ils hésitent entre 3 étages ou 4 étages. Ok. Français, on hésite entre rien et un studio. Entre le moins cher, ok. Sachant que... la capacité d'achat, elle se calcule en fonction de la nationalité aussi. Oui, on précise ça. Oui, et puis aussi, il y a beaucoup d'explications. On ne dit pas que les Français n'ont pas d'argent, bien au contraire, il y en a beaucoup qui en ont. Ça reste l'une des nationalités qui a investi le plus à Dubaï. Et surtout, la fiscalité de la France, qui est super rigide, fait que forcément, c'est plus difficile de faire de l'argent. On ne parle pas de ça. Nous, on est dans le concret à Dubaï quand tu achètes. Si tu veux, moi, j'étais pas au début premier. Par contre, je suis arrivé avec une dynamique, je m'en rappellerai toujours. J'ai marqué sur un papier mon premier jour et je l'ai encadré. Il est chez moi et un jour, je te le montrerai. Je l'ai encadré. Ce papier, heureusement, je l'ai pas jeté. J'avais marqué... mon premier jour, j'avais marqué une phrase qui m'avait choqué. Put your heart in it and your body will follow. Mets-y du cœur quand tu es fatigué et ton corps va suivre. Et tous les matins, je lisais cette phrase. Ok. Autre chose pour me motiver, parce que c'était très dur. Moi, je suis arrivé dans un domaine où vraiment j'avais zéro network, zéro contact. Ouais. C'est-à-dire que, pour que tu comprennes le truc, c'est que le premier jour, on nous a dit faites-nous une liste au minimum de 50 brokers. Et moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je suis parti sur Google, traduction, j'ai marqué broker, anglais-français pour comprendre. Ah, courtier, c'est quoi? Ok, d'accord. Donc, j'ai commencé de zéro. D'accord. Donc, je me suis motivé, je me suis mis en mission, j'ai reset pour répondre à ta question, comment j'ai fait, j'ai reset un petit peu mon système d'exploitation. Et je me suis dit, écoute, c'est quoi? On est des croyants, qu'on y arrive ou pas, c'est déjà destiné. Par contre, il faut faire les causes. Exactement. Moi, je me suis dit, il y a un truc que je peux contrôler, c'est le regret. Je veux pas regretter.
Je vais pas me dire j'aurais pu faire plus. Je vais faire le maximum. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je dirais, tu sais quoi, de toute façon, c'était pas pour moi. Moi, j'ai fait le max. Donc, je venais du lundi au dimanche, tous les jours. Pas de week-end, pas de je sais pas quoi. Hein. C'est quoi ça, week-end? Je reste en France pour avoir des week-ends. Je rêve aujourd'hui du 35 heures. Je venais du lundi au dimanche. En premier, c'était mon objectif. Et je partais le dernier. Et je mangeais pas entre midi et 2. Et j'ai perdu 10 kilos. J'abuse. J'aimerais dire, il met des disquettes. 7 kilos le premier mois. Les gens qui me connaissent le savent. Parce que je mangeais plus et je travaillais du matin au soir. T'es acharné. J'étais acharné, j'étais en mission. Je suis toujours en mission. D'ailleurs, j'essaie de rester dans cette mentale. Et je me suis dit, écoute, tu sais quoi? Parfois, il était 21h, 22h. J'avais plus rien à faire. Je savais plus quoi faire. Je savais pas ce que j'allais faire demain. J'arrivais plus. Et avant de partir, à chaque fois, il fallait que je fasse un tour du bureau pour regarder s'il restait quelqu'un. Et s'il restait quelqu'un, parce que les gens ils pensent que c'est facile d'arriver comme ça, ils viennent chez Shoba, dis-moi la recette, c'est dur. Et s'il restait quelqu'un, je retournais, je m'asseyais. Et j'essayais de réfléchir à une solution. Comment je vais faire, qui je dois appeler. Et je me souviens, j'ai appelé sur un site internet, tu as répertorié tous les brokers, il y avait 57 pages de brokers francophones au départ, j'ai commencé à travailler sur ça. Et j'ai appelé les 57 pages, ça m'a pris 29 jours. Ok, ça m'a pris 29 jours. Et le 29e jour, d'accord, je tombe sur la dernière personne. Comme quoi, parfois, vraiment, c'est au bout que tu as la solution. Je tombe sur une femme, je tairai son nom, d'accord, pour qui j'ai énormément de respect, qui est tu vois, vieille des vieilles, tu vois, c'est une baronne connue dans le milieu, c'est une vraiment très, 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 très bonne agent qui a de la bouteille à Dubaï, qui a formé, bref, grande madame, que j'appelle et à qui je dis, moi je fais mon pitch, tu vois, bonjour, comment allez-vous, là, je me présente et tout. Et je lui dis, et elle me dit, ah bah ça tombe bien. Je lui dis, passez nous voir, on a le meilleur café de Dubaï au bureau. Puis elle me dit, ça tombe bien, je suis avec 2 clients, on va acheter une villa. Là-bas. C'était District One. Non, c'était pas District One. Je sais plus c'était quoi. Je dis, bah attendez, arrêtez-vous. Sur un malentendu, peut-être qu'il y aurait une de nos villas qui va partir. Elle a bien aimé comment je lui ai parlé, elle est arrivée, elle s'est arrêtée. C'était ma première vente. Villa à 11,7 millions de dirhams. Je me rappellerai toujours. Première vente. Première vente. Et pour te dire... Commence fort. Parce qu'il a kiffé 1 sur 2 à acheter. D'ailleurs, quand les deux ont été livrés finalement, le premier devait être livré chez Shoba, devait être livré après. Il a été livré avant. Et le second devait être livré avant Shoba. Il a été livré après. Et les deux ont fini par racheter Shoba. Et à vendre leurs biens. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que pour te dire la mentale, comment au bout de 4 ans, aujourd'hui, je suis à 287% de performance. Je me souviendrai toujours. Le jour où j'ai fait cette vente, j'ai le VP, qui est mon N+2, qui est venu, qui m'a tapé sur l'épaule et qui m'a dit « Bravo, tu peux rentrer chez toi, te reposer. » J'ai regardé comme ça. Je lui ai dit « Non, t'as pas compris. Je vais partir le dernier ce soir encore. » Et c'est ça la mentale. C'est ça. Et c'est ça que j'ai gardé. Et les gens qui viennent à Dubaï, que ce soit pour faire de l'investissement ou que ce soit pour changer leur vie, pour travailler dans notre métier à nous, dans notre métier qui est passionnant, venez avec cette mentalité. Ne venez pas en croyant que c'est facile. C'est dur, c'est des sacrifices. Mettez-y de la passion. Et si c'est écrit pour vous, vous allez y arriver. Ça sera plus facile avec la passion, c'est clair. Première année, je sème des graines. Deuxième année, je commence à récolter. Troisième année, je récolte un petit peu plus. Quatrième année, effectivement, à partir de là, première année, j'ai eu 1 trophée. Deuxième année, j'ai eu 3 trophées. Et j'ai continué comme ça jusqu'à atteindre le podium et être numéro 1, d'accord, devant, donc je disais, la mafia chinoise, la mafia russe, la mafia indienne. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Parce que je travaille aussi avec l'international. Moi, je ne travaille qu'avec mes petits clients, c'est-à-dire que chaque client, c'est un meeting, c'est de la transpiration, c'est 3 heures de négo, c'est complexe, c'est pas juste des valises d'argent, je fais pas de l'administratif, sinon je ferais pas ce métier. Et ça, j'en suis très fier, parce que je suis chez un promoteur qui est connu pour être un promoteur luxueux, donc cher, difficile d'accès, sur un segment compliqué, et pourtant, j'ai tiré mon épingle du jeu. Donc je suis la preuve que les investisseurs français comme internationaux viennent investir chez Shoba, et ça c'est important à comprendre pour ceux qui suivent et qui arrivent derrière et qui, encore une fois, essayent de comprendre pourquoi je devrais acheter Shoba et pas le nouvel arrivant. Fais tes devoirs, regarde le passé, sois pas amnésique, regarde les gens comme toi qui ont gagné. Quand ils sont arrivés, c'était cher aussi. Et pourtant, ils ont gagné. Donc voilà un petit peu comment pour répondre, j'ai digressé, mais comment j'ai fait pour arriver, c'est beaucoup de travail. Félicitations, frérot. Merci, toi tu le sais. Ouais, non mais c'est clair, tu m'as vu. Je le sais bien. De la déontologie, une éthique,
il y a plein de choses aussi, une éthique, du sérieux, très important, et un franc-parler. C'est le seul métier où tu exerces sans masque. Ouais. Non, C'est vrai ou clair. pas? C'est clair. On achète avec toi parce qu'on t'aime bien. Si tu laisses indifférent, on n'achètera pas avec toi. C'est clair. Par contre, si je te kiffe, j'aime bien commenter, on se ressemble, on sort de la même usine, on va acheter avec toi. Ouais. Sinon, je te déteste. Pas de problème, c'est pas grave. C'est ce que j'ai pour habitude de dire. Moi, c'est... Bon, au-delà... En fait, moi, les clients avec qui je bosse et qui me choisissent, ils me choisissent parce que ils achètent la confiance. Bien sûr. Ils savent qu'ils vont... Moi, je t'ai choisi pour ça. Bah, merci. Et pareil, parce que tu vois, forcément... comme je t'ai dit, il y a des agents avec qui on ne travaille pas forcément parce qu'on sait très bien que derrière, on leur a promis des monts et merveilles. Et de toute manière, c'est des clients qui ne vont pas rester avec nous au sein de l'agence parce qu'on ne peut pas les satisfaire. Ils ont des attentes on leur a menti, tu vois. Ils ont des attentes qui sont trop élevées ou irréalisables, tu vois. Donc forcément, si derrière... moi, tous les clients que tu m'as présentés, ils sont encore au sein de l'agence. Bien sûr, c'est devenu des amis. Bah oui, c'est devenu des amis. Il y en a avec qui quand ils sont là, ils nous le disent, on va manger ensemble. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Exactement. Donc, si derrière, il y a cette relation-là, c'est que ils ont pu nous faire confiance. Et c'est vrai que c'est ça qui est important pour moi, c'est vraiment la confiance. Derrière, si vous êtes broker ou investisseur, vous savez maintenant vers qui vous tournez. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses sur Internet pour pouvoir vous informer, vous éduquer si vous êtes nouveau sur ce marché-là et vous tournez vers les bonnes personnes. Moi, je vais le répéter aussi, je ne suis pas agent immobilier, les gars. Je ne vends pas d'appartement, je le précise, parce que là, on est sur la fin du podcast. Je ne suis pas agent immobilier, il y a des gens qui font ça très, très bien. Aujourd'hui, vous avez en face de vous le numéro 1 Shoba. Donc, il n'y a pas à aller chercher à droite ou à gauche. Mehdi. D'ailleurs, comment on peut te contacter, Mehdi? Réseaux sociaux, Instagram, Chairman's Club. Le CV, il est sur Instagram. Tu regardes, le Chairman, absolument. Okay. Voilà, et puis je suis aussi l'un des hommes les plus faciles à trouver sur Dubaï. Sales Office de Shoba à Meydan, au cœur de la communauté, sur le terrain. On est sur le terrain, dans l'arène. Ouais. Voilà. D'ailleurs, moi, j'aimerais beaucoup qu'on fasse une vidéo ensemble, que tu nous présentes un peu Alors, comment on appelle ça, le studio L'expérience studio. Très important. Pourquoi pas l'expérience studio? Donc, peut-être... les appartements, j'en ai montré quelques-uns, mais pourquoi pas villa, si un jour on a la possibilité. Je sais que c'est un peu plus compliqué. Mais déjà, au moins que tu nous présentes, qu'on te voit dans ton environnement de travail. Et bravo à toi encore. Merci. Numéro 1 Shoba. Contactez-le si jamais vous souhaitez... travailler avec lui ou acheter tout simplement. Je vais mettre ses coordonnées dans la description. Merci à toi. Merci. Et on se voit bientôt. Je tiens à dire une chose pour les personnes qui souhaiteraient effectivement avoir une consultation sur un investissement immobilier. Absolument, n'hésitez pas à venir vers moi. Effectivement, j'ai pas ce rôle de broker. Par contre, je donne un service, comme je l'appelle, White Glove Service, gants de velours. D'accord, gants de velours, très important. J'essaie vraiment de rester le plus franc possible. À chaque fois que je conseille comme si c'était mon propre investissement, comme si c'était mes propres risques. D'ailleurs, je me lance. On a sorti pour moi ce qui est le projet du siècle. J'ai été le premier à mettre une vie dedans. Tu sais quoi, merci. Je voulais qu'on en parle, ça m'est sorti de la tête. On va en parler quand même 5 minutes avant de partir. C'est bon. Allez, dis-nous projet tout. Du siècle. Le projet du siècle, Signia Island. Pourquoi? Pour les enjeux. Alors pareil, il y a l'élite et il y a la masse. L'élite va faire le travail supplémentaire. La masse des brokers ne va s'attaquer qu'à la dimension technique du projet. Ça, c'est un gobelet, il est bleu, il y a un ciel, dedans il y a du café. La dimension technique, tout le monde peut le faire. Maintenant, la dimension stratégique, elle est importante. Les enjeux, les commitments, l'engagement des parties prenantes de ce projet. C'est un projet qui est semi-gouvernemental. Donc c'est comme si que demain Macron lançait un building à Paris, les gens seraient rassurés. Même si les gens seraient rassurés d'investir. Là, c'est back-up par le gouvernement. C'est semi-gouvernemental avec le Shir. C'est la seule et unique île naturelle entre Ras El Khaimah et Abu Dhabi. Donc, ce qui est fait par la main de l'homme n'est pas comparable à ce qui est fait par la main de Dieu. Exactement. D'accord ? C'est une île naturelle. Sur cette île, on va retrouver une faune, une flore, des mangroves, des criques, des paysages fabuleux, d'accord, avec les eaux les plus transparentes de Dubaï, avec le sable le plus fin des Émirats. Très important à comprendre, c'est un mini Maldives, un mini Saint-Barth, ok, sans prendre l'avion. Donc c'est vraiment un appartement de rêve. Maintenant, au sein de cette île naturelle, donc il y aura vraiment un tournant, un après, un avant et un après ce projet, il faut le savoir. C'est la nouvelle palme.
Et même pour Shoba, hein, ça va devenir numéro 1 après ce projet. Selon moi, selon mes analyses. Si tu veux, aujourd'hui, sur ce projet-là, tu retrouves un master développeur qui est Shoba. Donc, tu as un plan d'urbanisme, ce qui manque drastiquement à Dubaï, un plan d'urbanisme, d'accord? Tu sais ce qu'il y a devant, ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a à droite, ce qu'il y a à gauche. Tu achètes tes voisins. Dans ce projet-là, tu as tous les éléments de performance de l'investissement immobilier réussi. Un Golf 18 roues, du vert et du bleu, donc la nature et l'eau, ok? Plein d'éléments luxe, donc à savoir des villas, 4 chambres, 5 chambres, 6 chambres, des manoirs, c'est bien, même si c'est pas ça que tu achètes. C'est bien d'avoir ça autour de soi. Un hélipad, d'accord? Un port, c'est accessible par voie terrestre aussi, et surtout, très important, tu es localisé à côté de la Al Khaimah, où tu as le Wynn qui arrive. Qu'on joue ou qu'on joue pas, c'est important de le prendre en compte. Le Wynn qui va être le plus grand casino du monde. 300 mètres de hauteur, la taille de la Tour Eiffel. Incroyable. Quand ils se sont implantés à Singapour en 2010, ils ont doublé l'attractivité au niveau du tourisme. Quand ils se sont implantés à Macao, ils ont quadruplé. Ça, c'est des chiffres. Après, les Chinois aiment bien jouer au casino aussi, mais c'est la réalité. D'accord? Mais les Chinois aiment beaucoup Shoba. Beaucoup Shoba, c'est beaucoup jouer. T'as le casino qui est à côté. T'as l'emplacement stratégique. C'est les Hamptons de New York, pour ceux qui connaissent. Vraiment, vraiment. Et c'est un projet, surtout, qui est en termes de prix ultra accessible. Ouais. Pour 275 000 €, tu peux avoir un appartement, pied dans l'eau, en bord de mer. Tu descends en bas de chez toi, tu retires tes sandales, tu petit déjeunes, tu déjeunes et tu plonges. Honnêtement, c'est incroyable. Quand tu sais que Shoba tient ses promesses, Exactement. et tu vois la promesse qui est faite là, franchement, j'en parlais avec un de nos clients respectifs qui m'a demandé son avis. Donne des noms. Ah, je rigole. Je peux pas dire son nom à lui. J'ai compris. Honnêtement, il m'a demandé. Je lui ai dit, même moi, je venais d'investir sur autre chose. Je lui ai dit, si j'avais pas investi sur ça, j'aurais investi sur Signal. Honnêtement, franchement. Bien sûr. Et pourtant, je suis pas friand. Sur Signal Island. Pourquoi pas? Mais je suis pas friand du marché. Tu me connais, moi. T'es pas dans l'off-plan. Je suis dans la rapidité. T'es dans le coup de fusil. Je suis dans le coup de fusil, etc. Forcément, j'en profite. J'ai un grand réseau. Bah oui. Voilà. Maintenant, ça m'a vraiment branché. Donc là, s'il n'a pas essayé de me le vendre, vous avez vu qu'il était en train de parler avec passion. Toujours. Moi, j'aime ça. Honnêtement, c'est... Bon, déjà, 2 choses. Vous verrez jamais sur la chaîne des gens en qui j'ai pas confiance. Donc ça, c'est évident. Avec qui je travaille, ça c'est sûr. Et si je travaille pas avec eux, au moins, il y a eu des choses intéressantes à raconter. Et donc, là, ce que tu nous as présenté, moi, personnellement, effectivement, c'est un projet que je le trouve incroyable. Je suis très pressé. J'ai peur de louper. Un truc comme ça parce que ça m'intéresse vraiment. Après, je dois juste combattre avec moi-même sur est-ce que j'ai envie d'atteindre ou pas. Tu vois, parce que comme je t'ai dit, moi, je suis quelqu'un dans la rapidité, etc. Néanmoins, c'est un super projet et je le pense sincèrement, franchement, ceux qui investissent pas maintenant là-bas, c'est clair, et qui peuvent se le permettre, ils vont regretter. C'est clair. Bon, dommage, on pourrait pas en parler un peu plus parce que le podcast il est terminé. Merci Mehdi en tout cas Merci pour l'invitation. D'être dépêché. Et tu vas pas l'oublier. Non. Je me ferai pardonner, t'inquiète pas. Franchement, tu t'es fait pardonner. C'était le launch, je précise, du 3e building de ce projet aujourd'hui, et j'avais beaucoup d'expressions d'intérêt. Voilà. Donc c'est un système pour booker en avance. Et effectivement, c'est un peu le chaos, mais c'est ce qu'on aime, c'est l'adrénaline du moment. Et voilà, j'ai dû prioriser forcément les investisseurs qui voulaient acheter à ton détriment, et vraiment merci d'avoir patienté. Quoi qu'il arrive, on va se rattraper avec peut-être un autre podcast, ou c'est avec moi qui plaisir. t'invitera chez moi, peut-être à domicile cette fois-ci. Avec plaisir. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai eu un peu de retard, mais parce que toujours priorité aux investisseurs, évidemment. Le reste, on le fait par passion, on le fait parce qu'on est là pour transmettre. Moi, j'aime beaucoup, c'est ce que je disais, la formation, la transmission, c'est ce qui me plaît. Je le fais gratuitement, pas dire que je le ferai pas payer un jour. Pour l'instant, je le fais gratuitement, tu Exactement. le sais. Donc voilà, merci pour l'invitation et j'espère que c'était intéressant pour les personnes, pour ton audience, les personnes qui t'écoutent. Voilà, j'espère que c'était pas qu'il y a eu des informations qui ont pu les aider et que ça va motiver des gens, des investisseurs à prendre et choisir le bon interlocuteur, à rester fidèle à cet interlocuteur, à faire leur devoir. C'est pas parce qu'ils ont un intermédiaire que ça les, on va dire, déresponsabilise absolument sur leur propre recherche. Ouais, et voilà.
Magnifique, Ok. merci à toi Mehdi. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Je vais laisser les coordonnées de Mehdi en description. Pour ma part, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram HilalBNB, HILALBNB. Vous pouvez également voir ce qu'on fait sur notre site internet www.medini-homes.com pour la partie gestion locative. Et pour le reste, n'hésitez pas à regarder et à suivre ce qu'on fait sur YouTube et le reste des réseaux sociaux. À bientôt.